Europe 1. Gérald Darmanin est l'invité de la rédaction de la matinale d'Europe 1. Bonjour Monsieur le ministre de l'Intérieur. Bonjour. Et bienvenue dans les studios d'Europe 1. Hier soir, Gérald Darmanin, la CGT Énergie a coupé l'éclairage d'un stade du rugby à Agen, lors d'un match entre Agen et Nevers, un stade plongé dans le noir pendant une demi-heure. La preuve que la capacité de nuisance des opposants à la réforme des retraites est toujours bien présente. Qu'en pensez-vous et est-ce que vous êtes sûr que cela ne se produira pas demain au Stade de France pour la finale de la Coupe de France ? Il y a une forme d'irresponsabilité à faire cela, parce que couper le courant, ça pose des tas de problèmes quand il y a des dizaines de milliers de personnes dans un stade. Des gens peuvent faire des crises cardiaques, il peut y avoir un mouvement de foule, il peut y avoir des difficultés avec des enfants, les secours peuvent éviter d'arriver, donc c'est une irresponsabilité très forte, indépendamment du fait que ça politise le sport, ce qui n'est jamais un bon signe, bien sûr. Donc nous faisons tout pour que cela n'arrive pas dans les prochains événements sportifs ou culturels, et singulièrement pour la finale de la Coupe de France. Vous l'avez dit samedi, où il y aura 3000 policiers et gendarmes, et notamment des personnes qui seront chargées non seulement de vérifier qu'il n'y ait pas ces coupures de courant, des groupes électrogènes prévus aussi, mais que par ailleurs, en effet, le Stade de France a prévu qu'en cas de sabotage, en cas d'atteinte c'est un sabotage pour vous à la sécurité. En tout cas, moi, je m'inquiète du point de vue de la sécurité civile, c'est-à-dire de la santé des personnes. Voilà. Et si jamais il devait y avoir des problèmes de santé, il y aurait des responsabilités. Louis Dragnel révèle ce matin sur Europe 1 que ce match est classé à haut risque par les services de renseignement. 3000 policiers mobilisés, des risques d'affrontement entre certaines franges de supporters nantais, toulousains dans la capitale. Mais c'est aussi la présence d'Emmanuel Macron dans les tribunes qui met sur les dents les forces de l'ordre compte tenu du contexte. Vous craignez aussi, vous, donc, des débordements ? Mais la présence du président de la République à la finale de la Coupe de France est normale. Et c'est pas elle qui fait naître une difficulté particulière. Depuis qu'il y a des finales de Coupe de France, me semble-t-il, il y a des présidents de la République on est quand même dans un autre contexte. Oui, c'est le cas. Vous avez toujours eu des contextes compliqués pour les femmes et les hommes politiques. Le président de la République n'est pas le seul à venir dans un stade de football au moment où parfois il y a des sujets d'impopularité dans le pays. En revanche, non, il y a évidemment des difficultés. On a vu qu'il y a eu des envahissements de terrain notamment c'est le cas du club de Nantes en demi-finale. On sait qu'il y a des rendez-vous, alors pas tous les supporters, il s'agit d'une petite part de supporters évidemment, l'immense majorité des Toulousains et des Nantais veulent supporter classiquement et normalement leur équipe. Oui, des difficultés d'affrontement et notamment en dehors du stade. Donc il y a 3000 policiers et gendarmes mobilisés et des contrôles très nombreux qui seront mis en place. Est-ce que vous conseillez à Emmanuel Macron de descendre sur la pelouse pour aller saluer les joueurs ou de remettre même la coupe à la fin de la fin du match? Mais c'est pas le ministre de l'Intérieur qui guide au président de la République, c'est fait des gestes. Des conseils de sécurité. Surtout le passionné de football qui est Emmanuel Macron. Ouais, donc ça va se faire normalement. Le président de la République fera ce qu'il souhaite. Voilà. Non, aucune certitude là-dessus. Comment vous qualifiez, vous, Gérald Darmanin, ce climat de casserolade qui a vu cette semaine plusieurs ministres perturbés dans leurs déplacements et une parole gouvernementale couverte par ces bruits de casserole, donc justement? Moi, j'ai pas eu l'impression que les paroles étaient couvertes par quelque bruit que ce soit. Ça fait du bruit quand même. Oui, mais moi je constate que le président de la République, hier à Dole par exemple, a pu parler avec la population, d'ailleurs parfois de façon franche, de façon extrêmement sincère, des deux côtés, du côté du président, du côté des habitants de Dole, et ils ont pu parler de ce que... Personnellement, moi j'évoque depuis très longtemps, élu que je suis à Tourcoing, l'augmentation des prix, ou l'augmentation des salaires, ou de la nécessaire pondération des salaires des grands patrons, par exemple, qui choque beaucoup nos concitoyens à juste titre. Donc je pense que le gouvernement et le président de la République continuent, et c'est très bien discuter avec les gens. Il y a par ailleurs des personnes qui veulent montrer leur désaccord sur la réforme des retraites, c'est la démocratie, et c'est normal qu'ils puissent le faire. Ouais, mais les casserolades vont se perpétuer au moins jusqu'au lundi 1er mai. Mais nous verrons bien, ça n'empêche pas le président de la République et le gouvernement de travailler. Hier, j'étais à Lyon sans aucun problème, personnellement. Et je crois que la Première ministre fait un déplacement également aujourd'hui. Voilà, on discute avec, et c'est tout à fait normal, avec la population à portée d'engueulade. Vous savez, je pense que cette question d'augmentation des prix et de salaire, c'est une question extrêmement importante. Et on l'a vu hier à Dole, il y a eu très peu de questions sur les retraites et beaucoup de questions sur... Est-ce que moi, quand je travaille, je suis mieux payé que celui qui ne travaille pas à côté de moi? Vous êtes en train de nous dire qu'il faut passer à autre chose que les retraites? Je vous dis que ce que j'ai toujours pensé depuis plusieurs mois, et encore une fois, c'est des gens de Tourcoing qui me le répètent à chaque fois que j'ai le bonheur de les rencontrer, c'est que le sujet principal de notre pays, c'est l'augmentation des prix. Il y a des choses dont vous parlez jamais, les médias. L'augmentation des prix alimentaires. Oh si, on en parle. J'ai pas fini, vous m'avez coupé. Mais on en parle régulièrement. Mais l'augmentation des prix alimentaires pour les animaux domestiques, par exemple. Vous savez, quand dans les classes populaires et moyennes, dans les villes populaires et moyennes, quand vous avez des animaux domestiques et que vous avez une augmentation des prix
du vétérinaire, mais aussi alimentaire de 15-20%, ça grève votre budget. Quand vous êtes une petite personne retraitée à 900 ou 1000 euros par mois, Ouais. c'est très compliqué. Et bien ça, c'est une préoccupation très importante dont personne ne parle à Paris, parce que je crois que ce que voient les Français, c'est qu'il y a désormais un hiatus entre la province et ceux qui décident à Paris. Et ben, je pense que ce qu'a fait le président de la République, c'est de montrer que pour lui, ce hiatus n'existe pas. Il est au contact de sa population. Gérald Darmanin, lundi auront lieu donc les défilés du 1er mai. Certaines estimations font état d'une mobilisation historique avec notamment près de 100 000 personnes attendues dans les rues de Paris. Des manifestants, notamment les plus radicaux, qui seraient présents avec un état d'esprit vengeur, dit-on. Ça vous inquiète, cette terminologie là qui est diffusée parmi les futurs manifestants? En tout cas, il y a une mobilisation historique également du ministère de l'Intérieur et des policiers et des gendarmes. Il y aura 12 000 policiers et gendarmes en France pour le lundi 1er mai, dont 5 000 à Paris. Donc c'est une mobilisation vraiment extrêmement importante. Cette mobilisation du 1er mai a toujours fait naître beaucoup de manifestations. Hein. C'est pas nouveau. Parfois avec des violences. Rappelez-vous 2018, rappelez-vous 2019. Et nous nous préparons à cela. À la fois pour que les gens puissent manifester. C'est la fête du travail, c'est extrêmement important. Et les gens puissent démontrer les syndicats étrangers qui vont venir à Paris. Et ils ne sont pas tous des syndicats français pour qu'ils puissent le faire dans les meilleures conditions possibles. Et puis, il peut y avoir quelques éléments radicaux. Donc, on va faire particulièrement attention à Paris. 1000 à 2000, hein, dit-on. Oui, il y a un certain nombre d'éléments radicaux qui sont sans doute donnés rendez-vous à Paris, à Nantes et à Rennes. C'est pour ça qu'à Paris, à Nantes et à Rennes, nous avons mobilisé de façon sans précédent le nombre de policiers et de gendarmes. Si je prends l'exemple de Rennes et de Nantes, il y aura 4 unités de force mobile pour chacune de ces deux villes. Voilà, donc je pense que nous nous donnons tous les moyens pour que les manifestations se passent le mieux possible. Et la consigne que j'ai passée au préfet, c'est de protéger les manifestants et d'interpeller les fauteurs de troubles. Le dossier de Mayotte, maintenant, Gérald Darmanin. On se demande ce matin quand cette opération Wuambushu va vraiment démarrer. Alors, il y a certes sur place un important dispositif policier, là aussi des opérations de sécurisation, mais la destruction des bidonvilles a été bloquée par la justice et les expulsions de clandestins sont, on peut le dire, sont au point mort. Est-ce que tout cela a été bien préparé? Ce que vous dites est faux. Bon, d'abord, l'opération a déjà commencé. Il y a 1800 policiers et gendarmes à Mayotte, cette magnifique île française. Et je suis très heureux que tout le monde s'intéresse désormais à Mayotte, puisqu'il n'y a pas beaucoup de monde qui s'y intéressait jusqu'à présent. Parce que la situation est dramatique sur place, oui, monsieur parce que le ministre. personne s'y intéressait. Heureusement que le président de la République nous a demandé d'intervenir au profit des Mahorais pour les protéger, parce que tout le monde s'en fiche de Mayotte à Paris. Et je suis très heureux que tout le monde voit que Mayotte, c'est une belle île, magnifique île, où les Français ont envie de vivre comme tout le monde. Mais est-ce qu'elle va vraiment commencer, notamment en ce qui concerne les expulsions? Monsieur, elle a commencé. Elle a commencé d'abord parce que nous avons le premier de cette opération, c'est les interpellations des criminels qui sèment la mort à Mayotte. Cette nuit encore, il y a eu 15 interpellations d'objectifs de la police judiciaire. C'est-à-dire que nous avons déjà fait plus de 25 interpellations sur les 60 que nous devions faire de bandes criminelles que nous présentons à la justice. Cela en une semaine. Deuxièmement, c'est très important de le dire, les opérations de destruction de Banga, les bidonvilles que vous évoquez, sont permises. Il y a une opération médiatique qui a été arrêtée par le tribunal judiciaire de Mamoudzou. On en a fait appel à Saint-Denis, bien évidemment, mais il y a d'autres bangas qui sont détruites, bien évidemment. Et puis troisièmement, non, l'immigrations clandestine n'est pas arrêtée, puisque nous avons renvoyé des Sri Lankais cette nuit encore, des Malgaches dans leur pays, des Africains des Grands Lacs. Mais vers les Comores. Nous discutons en ce moment avec les Comores. Certes, depuis 3 jours, nous n'avons plus de relations avec les Comores, c'est-à-dire de Mahorais qui vont vers les Comores, mais je voudrais constater aussi que depuis 3 jours, première fois dans l'histoire de la République, il n'y a plus de Kwassa. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de bateaux. Les fameuses barques qui font la traversée. Qu'on connaît pour ceux qui sont intéressés à Mayotte, qui sont le véhicule, vous le savez bien, de l'immigration illégale. Il n'y a plus de passeurs et il n'y a plus de Kwassa qui partent des Comores vers Mayotte. Et donc, nous continuerons cette opération autant qu'il le faudra. Il n'y a pas de date. Et on laissera le nombre de policiers et de gendarmes qu'il faut pour que Mayotte redevienne une île normale, classique et magnifique. Incidemment, sur la question du démantèlement des bidonvilles, l'Europe 1 a révélé hier que la juge qui préside le tribunal qui a annulé le démantèlement du bidonville de Koungou avait été une responsable nationale du syndicat de la magistrature, ce même syndicat qui, peu avant le déclenchement de cette opération Wuambushu, avait demandé à ses membres de ne pas être la caution utile du gouvernement, de ne pas couvrir les violations des droits humains. Ça vous interpelle sur l'objectivité de cette décision de justice? Non, moi je conteste pas les décisions de justice. J'imagine pas un seul instant qu'il y a un juge
à Mayotte ou ailleurs, qui puissent pour des raisons syndicales ou politiques prendre des décisions qui ne soient pas conformes au droit. Nous pensons que cette décision est contestable, c'est pour ça que nous sommes allés devant la Cour d'appel. Ça ne vous trouble pas, donc, cette coïncidence, disons... Je suis ministre de l'Intérieur, j'ai pas à me troubler, j'ai à faire mon travail. Et peut-être demander des explications à votre collègue Éric Dupond-Moretti. Je suis certain que les hauts fonctionnaires ne s'imaginent, et surtout pas les magistrats indépendants qui connaissent l'importance de leur rôle, se disent que pour des raisons politiques ou pour des raisons syndicales, ils prennent des décisions contraires à ce qu'est le droit. J'imagine pas à ce instant que ça puisse exister, donc non, je ne commenterai pas cette question. Sur l'aspect diplomatique de cette affaire, d'immigration clandestine, est-ce qu'il faut couper les vivres aux Comores qui reçoivent 150 millions d'euros pour justement tenter de juguler l'émigration de leurs ressortissants vers Mayotte? Alors j'ai entendu beaucoup de responsables du Rassemblement national l'évoquer. Pas seulement. Oui, beaucoup du Rassemblement national. Pourquoi ? Parce qu'ils préféraient peut-être que les Russes soient à notre place aux Comores. C'est peut-être aussi ça l'arrière-pensée. Parce qu'il y a une influence russe et chinoise aux Comores. Évidemment. Attendez, on n'est pas dans le pays des bisounours. Hein, donc Mayotte, c'est avec la Réunion, d'ailleurs, dans cette partie du monde, la présence de la France par l'islamisme et par Madagascar, qui connaît parfois des difficultés que nous devons aider. Il y a les Comores, qui est un pays ami de la France, voilà, simplement avec lequel nous avons des différences, chacun le comprend, mais nous respectons sa souveraineté. Comores pour aider les Comores, mais que ce serait à la Russie, doit aider les amis de Madame Le Pen, peut-être. Oui, c'est possible. Gérald Darmanin, certains ont dit que cette situation à Mayotte était symptomatique de l'impuissance de la France à traiter les problèmes migratoires. Et il se trouve que cette semaine, vous avez dû, vous, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, faire votre deuil du projet de loi immigration ajourné par Elisabeth Borne, alors même qu'Emmanuel Macron assurait en début de semaine au lecteur du Parisien que la réforme d'un seul tenant serait engagée. Est-ce que vous le vivez comme un échec? Non. Vous savez, moi, je fais de la politique pour essayer. Voilà, j'essaye de faire bien ce que voudraient qu'on fasse ces Français. Mayotte, personne n'a essayé. J'essaye. On n'arrive pas toujours. Bon, les expulsions de l'imam Iqwisen, ça fait 50 ans qu'il était sur le sol national, j'essaye. À la fin, j'y arrive. Pendant longtemps, on se moque. Et puis à la fin, pouf, on y arrive. D'ailleurs, vous n'en parlez plus puisqu'il a été expulsé. La fermeture de mosquées radicales, j'essaye. Parfois, on n'y arrive pas toujours, mais j'ai fait voter une loi et désormais, on ferme les mosquées radicales. On en parle d'ailleurs de moins en moins sur vos antennes. L'immigration irrégulière, c'est depuis très longtemps que ça existe. J'essaye. On n'y arrive pas toujours, mais on arrive à augmenter les expulsions récemment. Ce projet de loi lutte contre la délinquance, j'essaye. Donc, des dispositions fermes contre l'immigration, j'essaye. Et mon travail de conviction, puisqu'on a fait un projet de loi, c'est un projet de loi qui est extrêmement ferme contre les étrangers délinquants, qui est extrêmement ferme pour la capacité que nous avons à exiger l'intégration des étrangers, j'essaye. La Première ministre a considéré, et évidemment elle m'a consulté, que dans les 100 jours que lui a donné le président de la République, nous ne serions pas capables de le faire adopter parce que nous n'avons pas un accord avec les LR. Moi, je souhaite cet accord avec les LR. Donc, il faut un projet de loi plus ferme pour obtenir leur accord et donc obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Plus ferme n'existe pas vraiment. On attend toujours les propositions des LR. J'ai entendu qu'ils déposeraient des textes, mais qu'ils le fassent. Moi, je regarderai avec intérêt les propositions d'Éric Ciotti, de Bruno Retailleau, de Gérard Larcher, avec lesquels on peut travailler, bien évidemment. Donc, nous avons 100 jours de plus. Moi, je l'ai pris pour de la concertation. En octobre, puisque c'est la nouvelle session parlementaire, j'ai appris de la Première ministre que nous inscrirons le texte à l'ordre du jour. Je m'en félicite. 3 mois de plus pour faire adopter un texte. Est-ce que vous pensez vraiment que vous obtiendrez l'accord des LR dans 3 mois que vous n'avez pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait faire que ça change? À part faire un véritable texte qui soit plus ferme, un texte de droite pour dire les choses. Non, mais l'immigration, vous savez, 80% des Français pensent qu'il faut qu'on soit plus ferme sur l'immigration. Donc c'est pas la droite, c'est la gauche, c'est la France. Voilà, les Français veulent qu'on soit plus ferme. Je veux qu'on soit plus ferme. Bon, je pense pas qu'un texte plus ferme existe puisque je crois que nous faisons des choses que personne n'a jamais fait auparavant dans le texte de loi que je propose. Par exemple, c'est la fin de la double peine. Par exemple, on doit exiger que tout le monde parle français lorsqu'il vient sur le territoire national. Donc c'est pas possible. En revanche, que pour des raisons politiques, on prenne un peu de temps pour discuter avec nos amis des LR, moi je le ferais bien volontiers. Mais est-ce que cette affaire, Gérald Darmanin, cet épisode ne révèle pas une fois de plus que votre gouvernement finalement va être dans les 4 années qui viennent paralysé par ce poison lent de la majorité introuvable? Je ne crois pas. C'est plus dur d'avoir une majorité relative qu'une majorité absolue. Ça, Monsieur de la Palisse n'aurait pas dit mieux. Mais je constate qu'il y a des textes importants et durs qui ont été votés. Moi, j'ai porté un texte qu'on appelle la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, qui prévoit 15 milliards d'euros de plus pour le ministère de l'Intérieur, un texte extrêmement fort. Il est sénateur. Donc on peut trouver des compromis politiques, simplement il faut faire de la politique, prendre son temps parfois pour discuter et comprendre qu'on n'est pas les seuls à discuter puisqu'il y a les LR en face de nous. Et moi je préfère qu'ils soient de moins en moins en face et de plus en plus à côté.
Merci Gérald Darmanin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne journée à vous. Merci à vous. À suivre dans la prochaine demi-heure la chronique de Catherine Ney et notre deuxième invité dans le cadre des vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1 pour en finir avec l'enfant roi. Ce matin, Didier Pleu, docteur en psychologie, directeur de l'Institut français de thérapie cognitive, sera notre invité. Il a publié récemment L'éducation bienveillante, ça suffit. À tout de suite.